En mars 1954, le poissonnier Daigo Fukuryumaru jette ses filets au large des îles Marshall. Ce qui doit être un voyage de pêche sans histoire prend une tournure tragique lorsque le navire est ébranlé par un choc terrible et un bruit assourdissant. Certains membres d'équipage décriront plus tard avoir vu l'horizon s'illuminer, comme lors d'un coucher de soleil. Dans les jours qui suivent, Fukuryumaru se dirige à toute vitesse vers le port. Et à son arrivée, la réalité de ce qui s'est produit réellement frappe les autorités japonaises. Le 1er mars 1954, le petit navire japonais s'était aventuré sous les radars jusqu'à la zone dangereuse de l'île de Bikini, le site du premier test de bombe à hydrogène. En racontant leur histoire, les membres d'équipage du Daigo Fukuryumaru réveillent sans le savoir cette profonde terreur du peuple japonais envers l'arme atomique et déclenchent l'avènement d'une ère nouvelle dans l'archipel nippon. Le règne des kaiju. Bienvenue tout le monde et bienvenue à cette pleine lune d'avril. Sabrina, comment ça va? Oh my God, quelle semaine! Oh my God, une semaine dans le jus pour moi. C'est une grosse semaine Qu'est-ce qui se parce que, passe? en fait, actuellement, moi, dans la vie, je suis animatrice. Pour de vrai, je fais pas juste des podcasts. Je fais de l'animation en live et j'anime, j'ai le bonheur d'animer le volet jeunesse du Salon du Livre de Québec. Yes! J'ai comme une Euh, grosse semaine comme animatrice, là, fait que ça brasse dans la cabane, mais c'est le fun. oui, s'il y en a qui nous écoutent d'outre-mer et qui se demandent où on peut voir les monstres dans le placard dans la vraie vie, il y a des chances que vous nous croisiez dans des événements parce qu'on est plus public physiquement qu'il n'y paraît. Et voilà. Euh, et aujourd'hui, parlant d'être public et immanquable physiquement, aujourd'hui, on vise gros. J'adore comment tu fais du pouce sur le sujet d'aujourd'hui. Hey, tabarouette, c'est un art de faire des segways, ma chère. Oui. Et aujourd'hui, on vise gros. Alors, on a déjà parlé des géants au début de l'année, mais on a dit dans notre section des géants qu'on allait seulement parler des géants humains parce qu'aujourd'hui, on va apporter un autre type de géant. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Nous allons parler des kaiju. J'ai le goût de péter des buildings avec mes poings. Bon. Alors, il y en a quelques-uns d'entre vous qui doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est ça, un kaiju? Alors, Sabrina, c'est quoi un Les- kaiju? Oui, les kaiju, en fait, c'est un terme japonais qui veut littéralement dire créatures étranges, monstres étranges, bêtes étranges. Et Oui, c'est des créatures géantes, monstrueuses, qui sont principalement ont été popularisées à travers le cinéma japonais. oui. Le plus connu étant bien sûr Godzilla. Gojira! Alors, Godzilla! Ouais, Gojira? Ouais, Gojira! Gojira! Parce que la prononciation et tout ça, on va en reparler plus tard. Oui, parce que ça jouait beaucoup. Ça a été un tango, les kaiju, entre le Japon et les États-Unis. On va en reparler juste maintenant dans les origines. Mais avant toute chose, comme à chaque émission, qu'est-ce que ça représente pour toi, les kaiju, Sabrina? Moi, quand j'étais petite, j'ai tellement tripé sur Godzilla là, quand Ah j'étais ouais! enfant. Là, moi, j'aimais Jurassic Park et Godzilla. C'était ça mes go-to d'enfant Oh dans la cour wow! d'école. Ouais, j'avais même la lampe de poche Godzilla et la marionnette faite en genre de caoutchouc. Puis je dormais avec tellement je l'aimais. Oh Je salue wow! mes parents qui m'ont encouragé dans mon amour des dinosaures et reptiles géants. Fait que j'ai vraiment trippé, puis j'ai vraiment écouté beaucoup la vieille série de Godzilla, où il y a une espèce de dude qui l'apprivoise, là, puis qui dit Va-t'en, va-t'en, puis je trippais sur cette série-là. Ouais, il disait de s'en aller, là, puis là, il réussissait à sauver le monde comme ça. Puis parfois, Godzilla se battait contre d'autres monstres Ah, pour aider la ville de New York. Puis j'étais comme il vraiment est une connu grande qu'il le fasse.
Fait que de façon extrêmement naïve, en fait, c'est mes premiers contacts avec ce monstre-là. Les monstres géants des villes, ça a été le film de 2000, je Non, sais plus quelle année. 97, je pense. 97, oui, c'est ça. J'étais comme, c'est pas 2000 pantoute, je C'est suis plus vieille que ça. 97, le Godzilla de Roland Emmerich, Fait que la ce version américaine, Godzilla-là a marqué mon imaginaire et la vieille série animée, j'ai vraiment, qui vraiment trippé. suivait ce film. Et Voilà. là, les fans de Godzilla Mon sont en train de enfance. sont en train de cracher leur saké en ce moment, de se dire Je le quoi? sais. Mais c'est pas Godzilla, ça. Je Et, m'excuse, j'étais et- vraiment dans le côté américain de la chose. Moi, Mais bon. j'ai failli dire avant Mais que. Oui. Mais juste pour dire, pour, à ma défense, j'ai eu comme premier contact le Godzilla américain, mais par la suite, je suis allée étudier en cinéma au Cégep de Sainte-Foy. Et dans les trucages de cinéma, je me suis beaucoup plu à regarder les vieux films japonais et les gars en costume de monstres qu'il y avait à Oui! l'époque dans les premiers films de kaiju. Et là, ma passion pour les nanars est née. Fait que, voilà. Et tu dis dans les premiers films, mais c'est en cours encore aujourd'hui, ma chère. Mhm. Ça n'a jamais eu de cesse. Ça fait même partie des caractéristiques presque indissociables du kaiju d'avoir quelqu'un dans une soute de monstre. Euh, Moi, j'allais dire avant de l'épisode, pendant que je faisais la recherche, je dis que dans le fond, j'ai été exposé très tard au kaiju, mais c'est pas vrai. Parce que j'avais complètement oublié que moi, une des affaires avec lesquelles j'avais grandi, une des choses, des séries qui m'avaient le plus influencé quand j'étais jeune, parce que mon frère écoutait ça, c'était la série Goldorak. Euh, Ah, et dans la série Goldorak, Goldorak est un super robot piloté par Actarus, Prince Deux-Fort. Euh, Goldorak se bat contre des kaijus tout le temps. c'est vrai. Il est tout le temps en train de se battre contre des kaijus. C'est la force d'invasion principale de Vega. Et ils sont tout le temps, il y a tout le temps un combat contre un kaiju dans chaque épisode. Et c'était à quel point c'était populaire au Japon que ça se retrouve dans les dessins animés pour enfants. Et ça, ça fait en sorte que, mais mon Dieu, j'ai grandi avec les kaijus tout du long, dans le fond. Et ça, ben, ça va nous amener, puisque les kaijus sont à nos deux origines, eh bien, allons voir dans les origines du kaiju. Origines du kaiju. Les origines du kaiju. Oui, Ouais. tu as déjà parlé un petit peu de l'étymologie, le kaiju, mais ça désignait quoi, ça, le kaiju? C'est-tu quelque chose qui existait dans la mythologie japonaise avant les films? Qu'est-ce Ben, c'était surtout une métaphore liée au nucléaire après les bombardements d'Hiroshima et de Ah, Nagasaki, parce qu'il y a eu des dégâts incroyables et c'était un peu le reflet des peurs des essais atomiques. ouais, quelque chose qui était Euh, trop grand, puis trop puissant, puis... Exact, une force plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Et Mhm. en termes de caractéristiques, on parle, donc pour déterminer c'est quoi un kaiju, on parle Qu'est-ce vraiment que d'une c'est? créature colossale qui peut être issue généralement soit d'extraterrestres littéralement, de civilisations antiques perdues ou Oui. de mutations donc, le fameux nucléaire qui revient, qui fait qu'un iguane devient un gigantesque monstre qui pète des buildings. Ben, c'est ça, puis ça a été associé assez rapidement, là, le nucléaire. En fait, même dans le premier film de Godzilla en 1954, c'est même pas une métaphore, c'est même pas un sous-texte. Ils le disent dans le texte du film que c'est une conséquence de l'utilisation de l'arme atomique. C'est même plus c'est pas du sous-texte, là. Non, c'est Euh, vraiment ça. mais moi, je me suis intéressé un peu à savoir à partir de quand ils ont utilisé le terme kaiju, d'où vient l'origine. Et c'est pas, contrairement à ce que je pensais, les kaiju, ça fait pas partie du folklore traditionnel japonais. C'est pas quelque chose comme les yokai ou les kami, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le folklore. C'est quelque chose qui arrive vraiment tard. Dans les Après, années 50, dans le fond? ben, avant ça, à la fin du 19e siècle. Ah ouais. Oui. Et c'est souvent associé. En fait, ça a commencé à apparaître quand on a ouvert les frontières du Japon et qu'il y a eu commencé à avoir de l'influence extérieure. Euh, donc tu l'as dit, kaiju, c'est bête étrange. Et pendant très longtemps, on associait ça, on voyait le terme kaiju apparaître dans les traductions de Jules Verne, de H.G. Wells, de Conan Doyle.
Et là, j'ai fait, attends une minute, le terme kaiju, c'est-tu juste utilisé pour désigner un dinosaure? Parce que c'est utilisé à tous les moments, toutes les histoires où on parle d'anciens reptiles ou d'anciennes figures comme ça. Et j'ai découvert que oui, ils utilisaient kaiju pour désigner tout ce qui était un monstre gigantesque, souvent préhistorique. D'ailleurs, dans les années, au début, avant les années 50, en 1925, le premier film du Monde perdu, qui est une adaptation du roman de Arthur Conan Doyle, est amené jusqu'au Japon. Et on voit dans ce film-là un dinosaure qui s'en prend à la Tour de Londres, le Tower Bridge, je devrais dire, pas la Tour de Londres, le Tower Bridge à Londres, qui est une scène d'ailleurs qui a inspiré Michael Crichton et Steven Spielberg dans leur Jurassic Park. Et qui a été. Et déjà, quand on parlait de ce film-là au Japon, on parlait de kaiju. Et ça, c'est bien avant Godzilla. C'est 25 ans, presque 30 ans avant Godzilla. Et le film qui est considéré at large comme l'inspiration première de Godzilla, et Godzilla, contrairement à tous nous autres, a eu l'occasion de rencontrer ses idoles, c'est King Kong. Ouais. King Kong en 1933 fait un tabac au Japon. C'est énormément populaire. Tellement qu'en 1938, il y a un film qui s'appelle King Kong à Edo. Donc, King Kong Appears in Edo. Ça se passe un film de samouraï dans lequel il y a King Kong. Wow. Et bien sûr, il n'y avait pas les droits, ils ne savaient pas comment ça marchait, les droits d'auteur, mais ils ont fait apparaître King Kong, appelé King Kong en japonais, dans le film. Et donc, il était extrêmement populaire, ce bon vieux King Kong. Et déjà, on a commencé à trouver qu'il y avait un engouement pour ce type de gigantesque monstre-là. Mais en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, on présente le film d'animation The Arctic Giant. Dans la salle, il y a une scène dans laquelle il y a un dinosaure qui détruit une ville. C'est un film d'animation qui aurait vraiment pu être inspiré de Godzilla s'il ne l'avait pas précédé. Et c'est Hmm. en 1953 qu'on ouvre au Japon la bête des abysses, The Monster from 20 Fathoms Below, qui là présente un dinosaure réveillé par une arme nucléaire. Oh, ça Hmm. fait le carton. Ça cartonne au Japon. Ça fait des chiffres incroyables, ce qui fait que les gros producteurs au Japon, le producteur de la Toho dit ça nous en prend un et il dit il faut aller plus fort que les Américains, il faut que ce soit notre monstre. Et il va être basé directement. Et c'est le producteur qui le dit, là, avant même qu'il y ait un scénario. Il va être basé directement sur les incidents nucléaires. Ah ouais, hein? Donc, c'est vraiment indissociable, le nucléaire, de Godzilla. Euh, là, il y a plein de noms que je pourrais dropper, mais je vais les laisser rapidement. Eiji Tsuburaya et Ishiro Honda sont les personnes qui sont associées aux effets spéciaux et à la réalisation du premier film, respectivement. Euh, on voulait explicitement marquer la présence du nucléaire dans le film, mais bizarrement, 2 ans plus tard, lorsqu'on a amené Godzilla aux États-Unis, et que on l'a appelé ça Godzilla King of the Monsters. On lui a retiré toute mention de l'armée américaine, toute mention qui aurait pu mouiller les plans militaires américains. On a rajouté un acteur américain dans le film qui n'avait pas d'affaire là, qui a été ajouté en post-synchro. Oh my Euh, God. on a un peu, pas bâclé, mais un peu bâtardisé le film de Godzilla. Mais c'est quand même rentré dans la mythologie que Godzilla était attiré ou du moins réveillé par la guerre, plutôt que juste causé par l'arme atomique. Hmm. Euh, Godzilla lui-même, Godzilla, il n'est pas tout seul. À Non, partir mais du... moi, Oui, je peux te faire un petit topo des.
Ben oui, parce qu'à partir du moment où Godzilla fonctionne, en 10 ans, il apparaît facilement une vingtaine de monstres autour de Ouais. Godzilla. T'en as quelques-uns. Oui, tels des Pokémon, ils se sont multipliés. Dans mon temps, il y en avait 152. Ça vous donne une idée à quel point je suis Oui. vieille s'il y a des Gen Z qui nous écoutent. Euh, Donc, je vais comme les nommer et essayer Les de les décrire brièvement. décrire. Ouais. Il y en avait qui avaient des intentions bonnes et d'autres mauvaises. Ça, c'est hâte que les monstres qui entourent Godzilla, et Godzilla lui-même d'ailleurs, Oui, flirtent entre le destructeur et le protecteur. Il y a quelque oui, chose d'un. c'est souvent ça quand tu es un monstre géant dans une ville que c'est tough de ne pas effoirer des buildings. D'ailleurs, shout out à tous les maquettistes qui ont travaillé, ben, ils sont sûrement plus de ce monde aujourd'hui, mais qui ont travaillé sur les tournages. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que la majorité des monstres, c'était des gars dans des costumes qui marchaient sur des petites villes qui ont été faites à la sueur du front de maquettistes qui ont dû Ah ouais. travailler très fort. Alors, dans les best-of des monstres qui sont les protagonistes et antagonistes de Godzilla, on a Mothra, qui est un Ah! papillon géant sacré, euh, Oui! qui était Protectrice des très, fées! hein? Protectrice des fées! Protectrice des fées, donc très bienveillante, une bonne amie des humains aussi, toujours accompagnée de deux prêtresses miniatures qui chantent pour l'invoquer. Euh, Oui! Fait qu'on parle, comme tu as dit, prêtresse des fées. On parle de pouvoir, au niveau des pouvoirs, écailles lumineuses, télépathie, elle volait, évidemment. Oui, elle Fait que pouvait lancer des lasers avec ses antennes, plein d'affaires. exact. Ensuite, on a Rodan. Mhm, Donc, Rodan qui a l'air d'une espèce de ptérodactyle géant. Ah, c'est carrément ça. C'est un ptéranodon mutant. mhm. À certains moments, c'est un allié, mais à certains moments, c'est un antagoniste. Il ne s'est pas décidé. Puis, ses pouvoirs, c'était de faire des ondes de choc en volant à toute vitesse. Puis, il y avait aussi le pouvoir de faire des vents destructeurs. Oh. Ensuite, t'as King Ghidorah, Ah, qui ça, est c'est le un espèce. méchant. Oui, c'est un méchant. Donc, Oui. un dragon doré à trois têtes qui, c'est ça, je pense que c'est 1964 le film. C'est le méchant le plus connu qui est d'origine extraterrestre dans certaines versions. Puis, ben, c'est pas mal l'ennemi juré de Godzilla, qui Oui. pitchait des éclairs gravitationnels avec ses trois cerveaux indépendants. Bon. Oui, puis à cette heure, il y a son propre meme où tu vois deux têtes qui ont l'air féroces puis une tête qui a de l'air derp. Oui, ça me fait bien rire, ça, d'ailleurs. Ensuite, t'as Mecha Godzilla, pour ceux qui le connaissent, qui est une réplique robotique de Godzilla, qui Oui, est pas mal méchant, mais par moment, il était soit contrôlé par les humains pour combattre Godzilla, parfois par des aliens. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi Godzilla devient protecteur à certains puis, moments, c'est à puis savoir aussi, quel rôle les humains prennent dans la réaction par rapport à un monstre géant dans leur ville. puis aussi, il fait comme le lien entre les kaiju puis les super robots qui sont un autre pendant Oui, du cinéma japonais. tout à fait. Puis on pourra en reparler d'ailleurs On va en reparler, des j'ai une genres liés section à là-dessus. ça, ouais. Puis ben, qui lance des missiles et des lasers, classique, classique. Ensuite, Edora, qui est une espèce de. On dirait un. Ça ressemble pas tout à fait à un calmar. Ça ressemble à un genre de Cthulhu, mais qui a été laissé sur le poêle puis qui a fondu. Je pense que c'est la meilleure description que je peux donner. Fait qu'un Cthulhu fondu, qui est un monstre qui représente le monstre de la pollution, vraiment. Ah, Le Japon est quand même très, très sensible à son écosystème, donc qui est un antagoniste, bien sûr, parce que la pollution, pourquoi ce serait notre ami, qui est capable de changer de forme, donc soit il peut devenir liquide, il peut devenir gazeux ou solide. Puis bien sûr, il peut pitcher des trucs toxiques, de l'acide et se régénérer, le petit Moses. mhm, Ensuite, il en reste deux. mhm. Violente, qui est une espèce de serpent floral, plante carnivore mélangée avec un gros serpent puis un alligator, mettons. Ça vous donne un peu Wow. un topo. Quand même assez impressionnant. Je pense que c'est esthétiquement celui que je préfère. Qui est un amalgame d'ADN humain, végétal et de Godzilla. Parce qu'évidemment, les tests pour créer des Godzilla Oui, c'est ça. fait Godzilla rien devient. qu'en masse. Ouais. Son rôle est vraiment ambigu, donc il est pas mal tout le temps en conflit avec Godzilla, mais des fois, c'est pas clair. Puis, ben, c'est une créature mi-plante, mi-animale qui pitche des vignes géantes puis des spores toxiques.
Hmm. Puis il y en a un Puis, autre. oui, le dernier et non le moindre, donc c'est aussi un antagoniste majeur, c'est Destroyer. Je veux dire, juste le Ouah! nom, c'est incroyable. Donc, il est né de l'oxygène destructeur, donc une arme qui a tué le premier Godzilla. Fait que c'est comme la kryptonite qui a pris vie, si on veut, Wow! qui a plusieurs formes, donc il peut changer de forme. Il y a une lame, une genre de lame avec de l'énergie dedans, puis il est très, très puissant. Et ben, il a carrément l'air d'un genre de dragon, de donjon dragon sur l'acide, là, sur la sauce. J'aime bien que nos Très commentaires. ludique là, dans mes descriptions, mais c'est difficile de faire des descriptions sérieuses, on s'entend? Je comprends, mais aussi, faut pas nous en demander trop parce que c'était beaucoup, beaucoup ça, mais sur l'acide, le concept Oui, ben, derrière tout ça. tout à fait. Puis j'ai quelques kaijus qui sont hors Japon. Ah, des kaiju hors Japon. Oui, Ça veut dire qu'on a qui fit dans la description quand même, là. Donc, kaiju. notamment Clover de Cloverfield. Oui, l'énorme, énorme créature qui ravage New York dans le film du même nom, Cloverfield. Oui, puis dans Pacific Rim aussi, il y a des kaijus Bon, qui sont ils sont bon, nommés kaiju dans le sont film. nommés kaijus. C'est des créatures qui viennent de l'espace et tout ça. Euh, donc, Mais oui. si tu me permets, Ben oui. j'utiliserais Pacific Rim pour faire du tremplin. Ben vas-y. Puis sinon, j'avais quand même noté les Evangelion, là. Donc, Ah, attends, la section ben, culture sont mais ouvertes. c'est ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'on s'enligne vers d'autres genres. Ouais. Ouais. Alors, Je te laisse y aller. je vais prendre Pacific Rim à pour faire du tremplin parce que dans Pacific Rim, il y a les deux, il y a l'autre chose dont je veux parler aujourd'hui en même temps qu'on parle des kaiju. Je pense qu'ils vont mériter leur propre épisode. Oui. Je veux parler des super robots. Oui. Parce que avec l'avènement de Godzilla, de son souffle On atomique, appelle souvent en sous-genre, je crois, les tokusatsu. il y a Tokusatsu, mais le nom officiel de ce genre-là, les Tokusatsu, c'est les super robots, Oui. mais ce ne sont pas les premiers instigateurs de ce mouvement-là. Au début, on parle de Saijin. Les Ah. Saijin sont les personnes des étoiles, dans le fond, dont celui qui est le plus connu est Ultraman. Et je Ouh. parle d'Ultraman ici Ben parce oui. que toute la série des Ultraman, d'ailleurs, Ultraman est réalisé par Tsuburaya, qui était le concepteur des effets spéciaux de Godzilla. Et Ah d'ailleurs, ouais. c'est le studio de Tsuburaya, de J. Tsuburaya, qui va mettre en scène Ultraman en 1966. Mhm. Dans chaque épisode d'Ultraman, il y avait des kaiju. Et en fait, on parle ici de kaijin quand ils sont petits et Ouais. comme des personnes bizarres, et qui deviennent des kaiju, donc d'immenses bêtes, lorsqu'ils deviennent grands. Dans quoi qu'on a vu ça d'autres? Des êtres weird qui sont à taille humaine et qui soudainement, à environ 20 minutes du début de l'épisode, deviennent énormes pour combattre un méga robot. Ben, il y en a plein, là. Mais j'ai envie de dire qu'en Amérique du Nord, on connaît ça à cause des Power Rangers, qui Oh, ben sont, oui, certain. qui sont basés sur, en fait, même pas basés, qui ont repris des épisodes d'une vieille série japonaise qui s'appelle Super Sentai. Et D'ailleurs, à ce jour, ils réutilisent des vieux footage de Super Sentai encore dans leur épisode. J'en reviens pas. oui, En c'est comme s'il y en avait à 2025. l'infini. C'est C'est rendu une joke, une habitude. C'est fou parce que ces séries-là ont duré pendant tellement longtemps et ont créé tellement de costumes de kaiju et de marionnettes. Honnêtement, si on allait voir les studios de la Toho ou de Tsuburaya, on pourrait trouver facilement de quoi garnir toute Radio-Canada ici au Québec. Alors, ça a vraiment, vraiment beaucoup contribué à la représentation puis la constitution du kaiju en tant que gigantesque monstre qui est souvent un assaillant, mais aussi quelquefois
un protecteur, on l'a dit. Godzilla lui-même a servi les deux rôles. Dans le premier film, c'était vraiment un destructeur, la conséquence naturelle d'avoir joué à Dieu et d'avoir creusé une arme qui était beaucoup trop puissante, c'était que Godzilla sorte des abysses et détruise tout sur son passage. Mais bien vite, Godzilla s'est mis à s'en prendre aux autres monstres qui, eux, voulaient détruire l'humanité. Et donc, il est devenu comme un protecteur. Euh, En tout, Godzilla est apparu dans plus de 300, de 33 films de la Toho, mais en plus, il est apparu dans des films américains avec lui. On a dit le film de Roland Emmerich, mais au moins 3 autres films depuis. Euh, Godzilla est devenu une figure mondiale entièrement reconnue. Et on va pouvoir en parler un peu plus dans la section culture. Mais moi, avant de basculer dans la section sciences, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que Godzilla est associé à... Pourquoi Godzilla, Godzilla, c'est pas un monstre traditionnel. C'est un monstre associé à l'ère atomique. Et il n'est pas le seul. On a vraiment associé l'ère atomique au monstre. C'est Et vrai, oui, hein? et je veux parler de ça dans la section Ah, science. Pour la science, alors moi, j'ai quelques petites choses intéressantes pour la science. Entre autres, je me suis intéressé à les mutants atomiques, les mutants de la radiation. Est-ce plausible qu'une créature puisse, je ne sais pas, peut-être pas Godzilla, mais puisse devenir colossale au suite d'avoir été irradiée? c'est intéressant ça, parce que c'est sûr qu'on en a vu des animaux qui ont été affectés par les radiations, puis qui ont, Oui, tu sais, des poissons à deux têtes, puis des affaires que tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est dystopique, mais tu peux-tu oui. grossir à cause de ça? La réponse est oui, mais. OK. Parce que là, il a fallu que je mette mon sarrau de scientifique et que je plonge un peu dans l'univers de la radiologie. Et je suis allé chercher comme qu'est-ce qui se passe dans l'univers des radiations. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, à partir du moment où on a lancé, où il y a eu une bombe atomique, euh, ça a fait un boom dans la science-fiction, sans mauvais jeu de mots. Ça, ça a vraiment lancé l'idée qu'il pouvait y avoir des mutants. Toute la base des X-Men, c'était ça. Il va y avoir les enfants de l'atome. Tu sais. Mhm. Et, et on pouvait observer pendant les années 50 beaucoup de mutations de la faune et de la flore locale sur les atolls du Pacifique où on testait des armes nucléaires. Et on savait déjà à cette époque-là que la radiation allait causer ce genre de mutation improbable-là. Euh, il faut savoir d'abord que les mutations naturelles, ben, ça se produit dans la nature sans intervention de la radiation. Il n'y a pas besoin de rien. C'est un des piliers des théories de la théorie de l'évolution, c'est que les mutations, ça pop-up naturellement dans les espèces animales. Mhm. Pour un être humain, on estime que une division cellulaire sur 10 000 jusqu'à une division sur 1 million va être mutante. Ben, ça fait du sens pour l'évolution en général. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une mutation qui fonctionne, puis elle reste. Elle va être passée jusqu'à la prochaine génération. Mais il y a des nuances. Il y a des choses il y a des choses qui ne se peuvent pas. Mhm. Par exemple, ben, on sait que l'être humain n'a pas beaucoup de mutations pour un être humain adulte. Pour qu'une mutation puisse être transmise, on appelle une mutation héritable. À ce moment-là, une transmissible, il faut que votre ADN soit changé quand vous êtes encore quelques cellules, dans le fond. Ouais. Changer les cellules reproductives, les ovaires, les spermatozoïdes, ça a beaucoup plus de chances de créer un individu mutant que si vous êtes un adulte pleinement constitué, puis soudainement, il y a une de vos cellules qui change. Ça, généralement, ce qui se passe dans la vie quand vous avez une mutation dans une ou deux de vos cellules, c'est que ça va créer un cancer. Ouais. Alors, c'est ça, c'est pas la même chose. Je pense pas que c'est le genre de mutation qu'on veut. Et il faut savoir qu'il y a des animaux qui ont beaucoup plus je vais appeler ça de la facilité à muter
Euh, ils ont beaucoup des ADN ou des chromosomes beaucoup plus faciles à modifier. Et on parle ici, par exemple, des mouches à fruits ou de certaines espèces de reptiles. Et là, c'est de là qu'arrive l'idée qu'on voit des reptiles avec un membre de plus ou une tête de plus ou des jambes de plus et qui deviennent énormes parce que le gène qui normalement devrait contrôler leur croissance a été éliminé ou sabré. Ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent sans arrêter. Ça existe. Les limites, c'est que ces mutations-là ne sont pas nécessairement bénéfiques et ça va faire en sorte que la créature va sans doute souffrir de sa condition. On parle Oui. d'une espèce de crapaud qui grandit à 10 fois sa propre taille et qui est plus capable de se nourrir, qui est plus capable de se déplacer parce que ses membres ne sont pas assez forts. On n'obtient pas Godzilla rapidement comme ça, là. Non, c'est ça, c'est quand même de la job. D'ailleurs, j'ai regardé les mix d'animaux pour l'inspiration de Godzilla, l'original. Mhm. Puis il parle d'un mélange entre un dinosaure, un gorille, un crocodile et un éléphant. Quand tu regardes les premiers Godzilla, les Ah, pattes, les pattes! ouais, ça serait inspiré d'un éléphant. Fait que c'est comme le mix, un mash-up tout Ah, ski, kaiju-esque. ah. Et je pense que ça se voulait une espèce de chimère, justement, une espèce d'amalgame de différents animaux, Godzilla. Et c'était vraiment lié à la radiation. D'ailleurs, la radiation est encore présente dans Godzilla parce que son arme spéciale à Godzilla, c'est son souffle Mhm. atomique. Donc, lui-même est radioactif. Euh, et le principe, par contre, c'est que c'est absolument impossible qu'il y ait eu des mutations au point que ça fasse un être qui est de cette taille et qui est parfaitement adapté, qui peut nager, puis manger, puis être totalement fonctionnel pendant très, très longtemps. Parce que Mhm. la chose que j'ai pas dit tantôt pour les animaux qui sont beaucoup plus susceptibles d'obtenir des mutations, c'est qu'une des raisons pourquoi ils sont beaucoup, beaucoup plus susceptibles d'être mutés, c'est qu'ils ne vivent pas longtemps, puis ils se reproduisent vite et en grand nombre. Et c'est ça qui fait qu'il y a des mutations qui pop-up, c'est qu'il y en a une grande quantité rapidement et pas longtemps. Mhm. Ils vont développer des mutations souvent et probablement des cancers aussi, mais on ne les voit pas parce qu'ils ne vivent pas assez longtemps. C'est ça que les scientifiques qui ont étudié la forêt autour de Tchernobyl, euh, qui est encore dangereusement radioactive à ce jour, il y a eu. La nature a vraiment poussé de façon exponentielle autour de Tchernobyl, mais ce n'est pas parce qu'il y avait de la radiation, c'est parce qu'il n'y avait plus d'humains. Et les animaux qui se reproduisent rapidement et qui meurent rapidement n'ont pas le temps de développer des cancers et ils vont probablement développer quelques mutations. Et ce n'est pas la seule raison pourquoi Godzilla. Ah mon Dieu, je suis bien plate à soir, moi. C'est même pas la seule raison pourquoi Godzilla Pas n'est. plate, c'est bien correct. Parce que je m'en vais donner une autre raison pourquoi Godzilla se peut pas. Euh, les kaijus ne peuvent pas vraiment exister. Dans 2014, le magazine Popular Mechanics a publié un article comme quoi pour pouvoir se déplacer, pouvoir marcher, les os de Godzilla devraient soutenir une pression de 3000 mégapascales, ce qui est environ le double d'une structure de titane. Il n'y a rien dans la nature qui est solide de même. Des os, c'est 10 fois moins solide que ça, 20 fois moins solide que ça. Donc, chaque pas que Godzilla ferait risquerait de le faire s'effondrer. Mais non seulement ça, pour pouvoir juste bouger, avoir l'énergie pour bouger, il faudrait que son corps génère environ 37 mégawatts, soit l'énergie d'une ville de 3000 personnes. Et Wow! si en plus on y met son souffle radioactif, alors ça devient 9 fois ça. Donc, c'est énormément de choses qui font en sorte que même si par la plus grande des loteries génétiques, on se ramassait avec les bons gènes, il n'y a rien dans la nature qui peut atteindre ces dimensions-là. C'est tout simplement impossible. Ben, Ah, wow, quand même. j'ai ça finir la science avec Ah, ces mais c'est pas grave, événements moi j'ai plein de impossibles. fun facts pour faire passer la pilule après. Ouh, ça veut dire qu'on est rendu dans la section culture. La section culture. Alors, premièrement, Godzilla
a 71 ans. Oh, bon anniversaire, Godzilla. Bon anniversaire. Mm. Je ne sais pas à quelle date de sortie le premier film, par contre, Pas grave, mais ça, je souhaite bonne fête. J'aime on lui mieux être souhaite de bonne son bord. fête. C'est rendu un monstre, un kaiju gériatrique, là, tranquillement pas vite. Ah, fait que là, il y a de l'arthrite, effectivement, là, dans ses os en Probablement, titane. Là. ouais. Ouais. Malgré son squelette en titane. Ouais. Euh, alors, Godzilla a une étoile sur le Walk of Fame Ça doit être une grosse à étoile. Hollywood Mm. pour ses 50 ans en 2004. Là. Ah Même, ouais! ouais, même King Kong n'a pas ça. Fait que, en tout cas, Aïe aïe! Ça, c'est un ouais. pied de nez parce que on aurait Mhm. cru que King Kong l'aurait. Ouais, King Kong, ça va lui prendre son propre épisode, là, lui, je crois. On en a très peu parlé dans cet épisode-ci, mais je pense qu'il mérite son lot d'attention et de fun fact aussi. En tant que précurseur du kaiju, certainement. Absolument. Euh, Puis à l'origine, ben là, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des premiers kaiju, c'était des gars en costume, mais j'ai lu sur les making-of des premiers films et il y avait certains costumes qui faisaient plus de 100 kilos. C'est Wow! quand même gossant à porter quand tu imagines en dessous des spots dans un... 250 livres de latex. Ça doit être Énorme. insoutenable en dessous de spots de cinéma. Mais bon, hein? Euh, Wow! ouais. Ensuite, Godzilla a vraiment grandi avec le temps. Si on compare le film de 1954 au plus récent, au départ, dans les années 50, il faisait 50 mètres de haut, mais dans les films modernes, il dépasse 120 mètres. Wow! Oui, ben oui, c'est ça. On le voit dans les films récents, des parachutistes là, qui descendent quasiment à côté de Godzilla, puis ils ont le temps de tomber longtemps là, avant d'arriver au sol. Mhm. Ouais, il est rendu grand, Godzilla. Ouais, c'est quand même impressionnant. Puis, en fait, pour parler des kaiju un petit peu, là, il y a le kaiju de la pollution Edora qui a été vraiment créé pour faire une critique de l'industrialisation à l'époque. On parle des années 70, là, parce que justement, au Japon, la pollution commençait à faire davantage rage. Hmm. Fait qu'ils ont décidé, donc les studios Toho, je crois, Oui. Production Toho, ont décidé de se dire, hey, on crée un monstre en boîte toxique puis qui étouffe les villes. Fait qu'un peu à l'image de certains réalisateurs comme Hayao Miyazaki, qui vont vraiment beaucoup avoir l'environnement à cœur dans leur thématique. Edora servait un peu à ça, d'espèce d'antagoniste pour faire, hey, il faut vraiment combattre la pollution. Ça, j'ai trouvé ça bien quand même qu'il y avait un esprit environnemental derrière ça. Et Mhm. Mothra est considérée comme la seule diva du Kaijuverse, si je peux dire ça de même, parce qu'elle a son propre thème musical. Oui, ben là, sa chanson avec laquelle elle est Ouais. appelée. Mais c'est vrai. Ouais, c'est fou pareil. Puis c'est la seule qui a un thème musical. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Appelé par des prêtresses filles, là, je veux dire, c'est quand même le fun. Euh, Puis finalement, Godzilla a un enfant, donc qui s'appellerait Minilla ou Little Godzilla. Que ce serait un bébé dinosaure là, qui crache des petites flammes. Puis c'est ça. D'ailleurs, il aurait même eu, ce bébé-là, sa propre série dans les années 70. Donc, Wow! ouais, aux Ça, États-Unis. je n'en avais jamais entendu parler. Ça, Mm. c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. Wow! Euh, écoute, étant donné que dans la section culture, on parle des influences et tout ça, mais aussi on parle des conséquences. J'ai fait une espèce de compilation parce que des films de kaiju, en voulez-vous, il y en a. Il y a juste Godzilla est apparu dans 30 films, puis entre 1954, donc la date de sortie, et 1960, donc 5 6 ans plus tard, il y a eu facilement une trentaine aussi de films de monstres à travers le monde. C'était le boom des monstres. Et là, vous aviez absolument tout. Vous aviez des insectes géants, n'importe quelle bête féroce amplifiée fois 1000, des extraterrestres, le blob, et bien sûr, quoi d'autre? Une femme. Parce que en 1958, on lance l'attaque de la femme de 50 pieds.
Oui. qui met en scène Alison Hayes dans le rôle de la géante en titre et qui va créer son propre sous-genre de kaiju qui est celui des femmes énormes, dans lequel il y a facilement 4 autres films, dont La mariée de 30 pieds et la cheerleader de 50 pieds. Je ne sais pas pourquoi la mesure est vraiment importante dans Ça des fait séries. quand même rire. Ah, Donc, peut-être qu'en Asie, c'est plus important la hauteur des gens. ben, c'est pas des films asiatiques, ce sont Ah, tous des films c'est américain? occidentaux, américains. Ah ouais, OK. Oui, Je sais pas, c'est que je trouvais que ça fitait. non, c'est tous des films orientaux, occidentaux américains avec des actrices très en vue, considérées comme des sex symboles à l'époque. D'ailleurs, c'était tout le temps une excuse pour avoir une fille dont les vêtements ne fonctionnent plus, donc parce qu'ils ne Oh grandissent pas mon avec Dieu, c'est elle. vrai, hein? C'était tout le temps ça. Hmm. Sauf que ça m'a donné une idée. Étant donné qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monstres à travers les époques et beaucoup, beaucoup de films de monstres, j'ai décidé d'aller chercher des choses qui pourraient être considérées comme des kaiju, mais ne sont pas dans des films de monstres. OK. Donc, c'est pas l'Anaconda dans la série du film Anaconda ou Mega Shark versus Giant Octopus dans les films poches du même nom. Alors, j'ai ici un petit mini palmarès. Le Rancor dans Star Wars Retour du Jedi, considéré comme un kaiju, et d'ailleurs, à sa première itération, avant qu'il soit animé en stop motion, le Rancor, était supposé d'être joué par quelqu'un dans une soute et Hmm. filmé à la manière d'un kaiju. C'était supposé d'être joué par quelqu'un dans un costume de Rancor. Euh, Ensuite, bien sûr, quand on parle de kaiju, on ne peut pas éviter les dragons, qui sont juste la porte à côté. Donc, j'y inclus Smaug dans le Hobbit, qui est un dragon nommé par-dessus marché. On peut considérer que les calmars géants dans 20 milieux sous les mers euh, sont des Des kaiju. kaiju. Ben oui. OK, là, on arrive dans Et des là, ça affaires. veut dire que Léviathan aussi, là. Ben oui, mais ça prend Ouais. Oui, bien sûr. C'est tous les monstres marins. Godzilla lui-même peut être considéré comme un monstre marin. Et là, on arrive dans la catégorie funky. Euh, bon, il y en a il y en a qui sont plus évidents que d'autres. Euh, Par exemple, il y a un épisode de South Park où Barbra Streisand devient un Mecha Streisand et le chanteur de Oui, The je me Cure souviens. C'est bon. devient d'autres. Ça devient un combat de kaiju à la fin de cet épisode-là. On peut considérer que certains Transformers, surtout les Transformers qui s'assemblent de plein de Transformers ensemble, sont des kaiju. Il y en a qui sont vraiment à l'effigie de dinosaures, littéralement. Mhm. Euh, on peut considérer aussi que le marcheur nocturne dans Princesse Mononoke passe en mode kaiju à la fin du Oui, film. oui. Même chose pour Tetsuo dans Akira, dans sa forme finale, quand il perd le contrôle de ses pouvoirs, qui devient un immense kaiju, un blob de chair et d'organes. Euh, et là, on arrive encore plus dans le funky, où je vous fais des soumissions bizarres. Euh, ma préférée étant le bibendum chamallow dans Ghostbusters. Ah oui! C'est vrai. Stay Puft. Le Stay Puft Ouais, Marshmallow Man c'est dans bon, ça. Ghostbusters. Le monstre de Cloverfield, bien sûr, mais lui, il vient vraiment d'un film de monstre, alors je ne lui accorde pas beaucoup je lui accorde pas beaucoup de crédit sur ça. Crédit, ouais. Mais le bébé dans Chérie, j'ai gonflé le bébé, qui est le deuxième film de Chérie, j'ai réduit les enfants. C'est tellement une bonne référence auquel j'avais pas pensé. Wow! Hey, c'était. Hey, oui, chérie, j'ai gonflé le bébé, c'est ça? Oui, Oh mon Dieu, c'est quel film? c'est c'est très, très, très série B, mais je veux dire, on baigne dans le série B C'est depuis le vraiment bon. début. C'est vrai, ça vaut la peine de le voir. Si vous voulez un bon film un peu nanar, là, mais quand même bon. Sinon, Chérie, je nous ai réduit ou Chérie, j'ai réduit les enfants, là, c'est des bonnes séries. C'est une bonne série Alors, de vieux films qui sont encore bons.
Alors, si jamais vous ne vous souveniez plus de cette série, bien, on vous la ramène, on ressuscite les neurones qui les gardaient en mémoire et allez les chercher tout de suite. Ah oui! Alors, donc, ce sont quelques-unes de mes suggestions si vous voulez voir des kaiju dans des œuvres qui ne sont pas à propos des kaiju. Il y a également, bon, on retrouve des kaiju dans d'autres choses. Dans la littérature, il y a une série de livres qui s'appelle Kaiju Preservation Society de John Scalzi, paru en 2022. Il y a la série de comics qui s'appelle Tokyo Storm Warning, où la majorité des antagonistes sont des kaiju. Les kaiju occupent d'ailleurs des places de choix sur les tables de gaming. On a parlé des dragons, mais on a aussi parlé plutôt dans l'émission de la Tarasque, qui est le kaiju de Donjons et Dragons. Et il y a certains jeux où le but du jeu, c'est de jouer des kaiju, comme dans le jeu de table King of Tokyo, où vous choisissez quel kaiju va prendre le contrôle de la ville de Tokyo. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. C'est pas un jeu très balancé. Non, non, c'est vraiment fait pour que Godzilla gagne. Oui. Il y en a d'autres. Il y a d'autres. Il y a des mangas énormément. D'ailleurs, il y a eu un manga de Godzilla qui est sorti l'année où Godzilla est sorti. Ah, Comme la wow. même année, il y avait un manga de Godzilla. Et les mangas étaient encore très, très récents là, dans Hmm. les bandes dessinées japonaises. Aujourd'hui, Kaiju Number 8, c'est la série animée et manga qui reprend le flambeau des différentes formes de kaiju. Guillermo del Toro se tanne pas des kaiju. Et il en a fait avec Pacific Rim, puis il en fait encore avec d'autres choses. Tu as mentionné Evangelion tantôt, les super robots et des kaiju. Vraiment, je pense que c'est le plus grand mix qu'on a des deux. Euh, Tous les Go Nagai, les Mazinger, les Goldorak, même chose, des kaiju, les kaiju. Dans les jeux vidéo, on a mentionné dans l'épisode sur les géants Giants, Citizen Kabuto, Shadow of the Colossus, pourrait considérer comme avec kaiju. Et je soumets la série qui a eu récemment un nouveau titre, Monster Hunter, où le but c'est de chasser des Et... gros, 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 gros monstres. Ouais, ben on pourrait même mettre Attack on Titan dans cette Absolument. vibe-là. On parle Son, de monstres son, géants encore une fois, mais ils sont très monstrueux, là. je serais d'accord de le mettre dans cette vibe-là. Mhm. Et Ah, ça nous wow! amène aux recommandations. Allons-y pour les recommandations. Je vais en mettre. Ça va être tellement cliché, mais j'assume. Hmm. Assume. J'assume. Je vais y aller avec mon premier amour. Ben, deux suggestions. Donc, mon premier amour, qui est donc Godzilla, le film de 1997 américain de Roland euh, Emmerich. Roland Emmerich. Ben, voilà. Oui. Les, Parce les, que vr- les vrais fans de Godzilla disent que ça compte pas, mais si ça compte dans c'est. ton cœur, ça compte. C'est parce que même si c'est pas le meilleur film de Godzilla qui a été fait, là, Hmm. ça reste. Quand t'es enfant puis que t'accroches sur un monstre comme ça le garde dans ton cœur pour le reste de ta vie. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais miser de nostalgie. Mais la fan de cinéma et d'effets spéciaux en moi vous suggère un petit bol de popcorn, hein? Puis écoutez donc le vieux King Kong de 1933. Oh, je ne pensais pas que tu allais aller là. Parce que les effets spéciaux, puis le côté, c'est vraiment tout rabouté, beaucoup de stop motion. Il y a un gars d'un costume, des bouts aussi. Donc, d'être dans l'espèce d'essence vintage, je pense que si ça vous tente d'aller dans quelque chose de plus euh, les trucages du cinéma d'antan, j'irai avec ça aussi. J'espère que je t'ai pas coupé ta suggestion. Non, parce You! que je m'en étais préparé deux au cas où tu me couperais Yes! aussi. La première, je voulais être sûr que tant qu'à parler kaiju, on est rendu, ça fait assez longtemps qu'il y a des kaiju dans le monde qu'on peut faire des espèces de parodies puis des espèces de, je veux dire, il y a des peluches de Godzilla, là. Je veux dire, on est rendu là. Et J'ai une peluche de Godzilla. À quel ah, point j'aime Godzilla. eh Ouais. ben tabarouette, là, on est rendu là. Et je me suis dit, c'est quoi une parodie de kaiju qui est un petit peu champ gauche? Et je suis tombé sur le film Colossal avec Anne Hathaway, qui a été produit en 2016 par Nacho Vigalondo. C'est pas un nom d'artiste, c'est son vrai nom.
Et dans lequel c'est une femme qui est aux prises avec l'alcoolisme puis un mauvais divorce, qui se rend compte qu'elle contrôle de l'autre côté du monde, un kaiju qui apparaît tous les soirs et qui imite parfaitement ses gestes à Oh, elle. c'est bon. Fait que quand elle va Wow. dans un parc, puis elle se prend après des balançoires, ben, elle ravage une ville avec le kaiju, je pense en Wow. Corée, genre. Et donc, et là, c'est ça, c'est comment elle va apprendre à contrôler sa nature destructrice. Et j'ai trouvé que c'était une merveilleuse métaphore. C'est tellement une bonne idée de parodie. Et de l'autre côté, alors ça, c'était mon champ gauche. Maintenant, si vous voulez, ce que vous avez, c'est je veux voir du vrai kaiju avec le vrai feeling de kaiju. Il y a récemment eu une résurgence de Godzilla. D'ailleurs, il y a des films maintenant qui se font aux États-Unis avec Godzilla qui sont pas tous fantastiques, mais ils sont généralement bons. Même les Godzilla avec King Kong, parce qu'ils se sont rencontrés les deux, puis ça Mais fait longtemps qu'ils oui. se rencontrent, ils sont quand même assez bons. Mais le coup de génie, il est sorti l'année dernière, c'est Godzilla -1. Godzilla -1, qui Hmm. prend, dans le fond, qui est un précurseur du premier film de Godzilla et qui reprend le feeling original. Si vous aviez été au cinéma à cette époque-là, c'est probablement de même que vous vous seriez senti aux prises avec une force incontrôlable, un monstre invincible. Et honnêtement, Godzilla -1, c'est vraiment meilleur que tout ce que vous pouvez penser que ça va être. Je sais, c'est un film de monstre, c'est un film de Godzilla. Vous n'êtes pas prêt. Mais je pense C'est que quand vraiment bon. on voit un mauvais film, on est dans le déni un peu ou dans le- l'idée préconçue que les prochains vont tous être mauvais. Oui, Et c'est pas la réalité. La preuve, le dernier Mario Bros versus les autres films de Mario Bros qui sont l'autre terrifiants. film. L'autre Oui. qui n'existe pas dans mon univers. Ah, Fait qu'il faut donner la chance aux coureurs. Mais je pense aussi que il arrive quelque chose à certains moments dans l'histoire, j'allais dire du cinéma, mais je pense que c'est vrai de tous les arts, c'est que les fans grandissent et les fans veulent reproduire ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes. Fait que quand un fan s'empare du médium de création, il va essayer de faire revivre ce vrai feeling-là. Il y a beaucoup d'autres créateurs là, qui arrivent, qui reprennent des vieux concepts de films d'horreur puis qui veulent les ramener au goût du jour. Je pense on l'a nommé, je pense, 3 fois depuis qu'on a commencé l'année, mais le Nosferatu Oui. de Robert Eggers, qui est un vieux film, puis lui il dit, moi j'ai toujours voulu monter ça, puis je voulais qu'on ressente ça. Ça Et m'impressionne une œuvre qui est actualisée, vraiment qui est actuelle, exact. mais qui va avoir une essence, qui va garder une certaine essence du produit original. C'est ça l'espèce de difficulté, là, c'est comme j'ai quasiment le goût de dire du funambulisme, mais c'est pas vraiment, là, Oui, mais non, je suis d'accord, oui, faut quand même, marcher. parce que c'est facile d'échouer. Oui, puis c'est Ça prend facile de pas grand-chose. tomber. C'est facile de tomber dans le spectacle ou au contraire d'y aller trop en retenue puis que ce soit juste plate. Exact. Quand tu es capable d'aller sur la ligne exacte entre les deux, ça devient incroyable. Et Godzilla -1, croyez-moi, c'est surprenant sur tous les points, tout en revenant à l'essence de c'est quoi Godzilla. Mm, mm. Et voilà, c'est ce qui conclut notre épisode sur Yes. les kaiju. Yay! Yay! Merci, Simon. Et bien sûr, à tous les auditeurs, auditrices, à tout le monde qui nous écoute, si vous avez envie de commenter, de partager, de vous abonner, de faire des petits pouces bleus ou des petits likes, peu importe si vous nous écoutez de peu importe la plateforme, ça nous aide à continuer, ça nous aide dans le référencement, mais aussi ça nous montre qu'il y a du monde qui nous écoute parce qu'on ne sait pas toujours qui nous écoute. Gênez-vous pas pour interagir avec nos épisodes. Et Oui, ça va nous et- faire plaisir de vous lire aussi en ondes. ben oui, puis n'oubliez pas que nous, on a un épisode spécial qui s'en vient, le Oh oui. centième s'en vient, et on a besoin pour cet épisode de vos histoires à vous, vos histoires de paranormal, vos histoires de grand-maman est une sorcière, vos histoires de mon chat essaye de me tuer Des secrètement pendant la nuit. histoires de fantômes. Donc, on va aller dans le ludique. Pour une fois, on débunk beaucoup. On va dans la science, on va dans le mythe. Mais
Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et de un peu s'immerger dans des histoires que vous avez vécues, des trucs inexpliqués, parce qu'on aime quand même ça, y croire un Ah peu. oui. Et en ce bel épisode, j'aimerais faire un shout-out à Cassandre Savaria qui nous écoute vraiment activement et qui est en train de binge-watcher nos 5 années de vie de podcast. Bonjour Cassandre, et puis on est très très heureux que tu nous écoutes. Alors, justement, pour le monde comme Cassandre qui nous écoute en ce moment, pour le mois de mai, là, on était dans le kaiju, on était dans le très, très monstrueux, mais allons dans le plus subtil, le plus sinistre. Peut-être pas des vrais monstres, peut-être des vrais monstres, on ne le sait pas, car ils vous ont peut-être fait oublier ce que vous deviez savoir. Ce sont les ombres noires. Merci beaucoup, Sabrina. Merci Simon, c'était Et extraordinaire. On on se se dit dit à à la la prochaine prochaine. pleine Pleine lune.